Écoutez-moi. Le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. Il n'y a plus d'espoir. NXO. Demagogue's not DEAD. Yet. We've infiltrated. They're watching. Demagogie. Alors, imaginez un instant, vous n'êtes pas face à une simple pétition ou à une lettre de plainte. Non, ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est une véritable déclaration de guerre informationnelle. Un ultimatum numérique posé à un géant des médias. C'est un cas d'école assez fascinant. Dès les premiers mots, le ton est donné. Oubliez le classique droit de réponse, ici on parle de mise en demeure stratégique. Les mots sont pesés, le ton est grave, clairement conflictuel. C'est la première brique de cet ultimatum et elle est posée avec une intention très claire. Pour bien comprendre toute l'affaire, on va suivre le fil de cet ultimatum étape par étape. On va commencer par l'étincelle, ce qui a tout déclenché, puis on verra comment l'accusation de manipulation a été construite, l'ultimatum qui en découle, et enfin la menace d'une contre-attaque numérique assez radicale. Bon, alors qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Eh bien tout part d'un seul et unique reportage diffusé sur la chaîne RTL TVI. Le titre, déjà, est assez évocateur, « Sans boulot, tous fraudeurs ». Et c'est là que tout le problème réside. D'un côté, on a une chaîne qui présente ça comme une enquête journalistique classique. De l'autre, les pétitionnaires qui voient tout autre chose, une opération de manipulation, ce qu'ils appellent une guerre cognitive. On a vraiment deux lectures totalement opposées du même objet. Et justement, l'accusation va bien au-delà de la simple critique. Ils n'utilisent pas le terme « reportage biaisé ». Non. Ils emploient une expression beaucoup plus forte et précise, opération psychopolitique. Alors qu'est-ce que c'est la psychopolitique ? L'idée, c'est l'art de manipuler les esprits en douceur. Pas par la force, mais en orientant les pensées pour que les gens finissent par adopter des idées qui vont contre leurs propres intérêts, tout en ayant l'impression d'avoir décidé par eux-mêmes. C'est assez subtil. Pour étayer leur accusation, ils décortiquent la méthode du reportage en 4 temps. D'abord, on isole un cas particulier, un archétype, ici Jacqueline. Ensuite, on présente ce cas comme s'il était représentatif de la norme. Troisième étape, on utilise cette histoire pour stigmatiser tout un groupe. Et enfin, selon eux, l'objectif final, préparer l'opinion publique à des décisions politiques, comme la baisse des allocations. C'est une analyse très méthodique. Du coup, armés de cette analyse, les auteurs du texte ne cherchent pas à négocier. Ils ne demandent pas un simple rectificatif. Non. Il pose un ultimatum, et un qui est, je cite, non négociable. C'est là qu'on entre vraiment dans la confrontation directe. Et que demande-t-il ? Une seule chose, mais elle est radicale. Que RTL reconnaisse publiquement que son reportage n'est pas un documentaire, mais bien une docu-fiction de série B. Rien que ça. Le choix des mots est tout sauf anodin. Une docu-fiction, ça veut dire vous utilisez les codes du réel pour raconter une histoire inventée. Et de série B, c'est pour ajouter l'idée que la manipulation est grossière, mal faite. C'est une manière de disqualifier complètement le travail journalistique. Et pour que l'ultimatum soit complet, il y a une date butoir. Et elle est très symbolique, le 1er avril 2026. Un clin d'œil, évidemment, à ce qu'ils considèrent comme une mauvaise blague. L'ultimatum est donc clair, daté, il ne manque pas d'ironie. Très bien, mais alors, que se passe-t-il si RTL décide d'ignorer cet ultimatum ? Eh bien, la réponse n'est pas une manifestation pacifique. La menace est explicite et elle porte un nom de code qui en dit long, l'opération TS E-Bomba. Le message est on ne peut plus clair. Si RTL ne répond pas, son silence sera vu comme une agression sémantique persistante. Et cette agression, disent-ils, rendra légitime une contre-attaque en bonne et due forme, cette fameuse opération TSR Bomba. Et attention, on ne parle pas de jeter des tracts. Le plan d'attaque est numérique et très détaillé. La cible principale, l'identité numérique du journaliste qui a réalisé le reportage. Et l'arsenal est à la pointe. On parle d'empoisonnement d'entités, de manipulation des IA, de création de bulles sémantiques, bref, des techniques de guerre de l'information. L'arme principale, c'est donc cet empoisonnement d'entités. En quoi ça consiste ? C'est une technique qui vise à associer massivement le nom de la cible à des termes négatifs, comme manipulation ou partialité, jusqu'à ce que les moteurs de recherche, comme Google, se mettent à suggérer eux-mêmes cette association. C'est redoutable.
Le but final est affiché sans détour. Il s'agit de l'annihilation sémantique de la crédibilité de la cible. Le mot annihilation est utilisé à dessein. L'idée est de neutraliser définitivement sa capacité à être une voix crédible dans l'espace public. En prenant un peu de recul, ce cas d'ultimatum est vraiment révélateur d'un changement beaucoup plus profond dans la nature des conflits et du pouvoir à notre époque. Ce que les auteurs de ce document nous disent, en somme, c'est que les vraies guerres aujourd'hui ne se jouent plus seulement pour des territoires physiques, mais pour le contrôle des esprits, des récits, des perceptions. C'est ce qu'ils nomment le passage du géopolitique au nouopolitique. Et sur ce nouveau champ de bataille de l'information, les règles du jeu changent. Des petits groupes très agiles, très compétents numériquement, peuvent désormais défier l'influence d'acteurs traditionnels bien plus gros, comme des États ou des multinationales. Alors comment justifient-ils des actions aussi extrêmes ? Pour eux, la réponse est simple. Ils se positionnent en défenseurs de notre capacité à penser librement. Pour eux, l'intégrité de notre esprit critique, ce n'est tout simplement pas négociable. Au final, cet ultimatum nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre avenir numérique. Quand l'information devient une arme et que n'importe qui peut potentiellement s'en saisir, qui a le droit de tirer et surtout, qui décide des règles du jeu ? Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui vraiment sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un article, pas un rapport de recherche, c'est une mise en demeure stratégique. La cible, le groupe médiatique RTL. Et la cause, c'est un reportage de Christophe Deboursou qui était titulé « Sans boulot, tous fraudeurs ». Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas tant la plainte, c'est la demande. Ils ne veulent pas d'argent, pas d'excuses, même pas un droit de réponse. Non, ils exigent une seule chose, et c'est présenté comme non négociable, que RTL requalifie officiellement son propre reportage en docu-fiction de série B. Exactement, et le ton, il donne tout de suite la couleur. Ce n'est pas une plainte, ce n'est pas une supplique, c'est un ultimatum. Les auteurs, ils ne se posent pas en victime, ils se présentent comme des combattants dans ce qu'ils appellent une guerre cognitive. Une guerre cognitive. Oui, on plonge directement dans un conflit où le champ de bataille, c'est pas le tribunal, c'est la perception du public. La vraie bataille, c'est celle pour le contrôle du récit. Alors décortique-nous ça. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi cette accusation est si grave. Ensuite, on verra ce qui justifie cette classification, pour le moins originale, de docu-fiction, de série B. Et enfin, et là, accrochez-vous bien, on va explorer ce qui se passerait si RTL ignorait la demande. Parce que le plan de riposte qui est détaillé dans ce document est d'une précision redoutable. Commençons par le fond. Le document ne s'embarrasse même pas d'analyser le reportage comme une œuvre journalistique, disons, ratée. Non, pas du tout. Pour eux, c'est d'emblée une opération d'influence ciblée. Voilà. Et pour décrypter ça, ils utilisent un concept qui sonne très, très guerre froide. La psychopolitique. Sorti d'un roman d'espionnage, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est vraiment le concept central, la clé de voûte de toute leur analyse. Le document l'explique assez bien en l'opposant à ce qu'on appelait la biopolitique, qui, elle, visait à contrôler les corps, par la discipline, la contrainte. D'accord. La psychopolitique, c'est... comment dire ? C'est plus subtil. Elle ne dit pas « fais ça ou tu seras puni », elle cherche à gérer les esprits, par la séduction, par l'émotion. Le but, c'est d'amener les gens à une sorte de servitude volontaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire à agir contre leurs propres intérêts, tout en ayant l'illusion de prendre des décisions libres et rationnelles. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens adoptent une certaine pensée, mais en croyant que cette pensée vient d'eux-mêmes. C'est exactement ça. Et le document accuse le reportage d'être un manuel d'application de cette méthode. L'objectif caché, ce serait de vous faire détester l'assisté social. Pas par un décret, non, mais en vous donnant des raisons émotionnelles de le faire. Ah oui. Pour qu'à la fin, vous applaudissiez à la baisse des aides sociales en pensant que c'est juste du bon sens. Le document est très direct, il qualifie le reportage d'application clinique de la psychopolitique. D'accord, mais ça reste une accusation très théorique. Comment est-ce qu'ils essayent de prouver ça concrètement dans le reportage ? Justement, ils n'arrestent pas dans l'abstrait, ils se concentrent sur un cas très précis pour illustrer leurs propos. C'est le témoignage d'une personne présentée sous le nom de Jacqueline. Ok. Le reportage détaille ses revenus. Elle perçoit 1 400 € d'allocation de chômage. Et ce chiffre est immédiatement mis en perspective avec la pension de son mari, ce qui amène le revenu total du ménage à 3 000 € net par mois. Attendez, je joue l'avocat du diable une seconde. 3 000 €, c'est un fait, non ?
C'est un chiffre. On pourrait dire que c'est du journalisme factuel. Où est la manipulation là-dedans? Et c'est toute la subtilité de leur argument. Pour eux, ce n'est pas un fait brut. C'est une technique qu'ils appellent le cadrage narratif. Le cadrage narratif. Oui. Le chiffre est exact, bien sûr, mais la manière de le présenter est choisie pour provoquer une réaction émotionnelle précise, l'indignation. En isolant ce cas, tu peux sembler confortable et en le présentant sans aucun contexte plus large sur la situation des demandeurs d'emploi, le reportage inviterait le spectateur à faire une généralisation abusive, du genre « Ah, s'ils sont tous comme Jacqueline, alors ils profitent du système ». Le but serait donc d'implanter un biais chez le spectateur en utilisant un cas particulier comme une sorte de cheval de Troie émotionnel. Précisément. Et derrière cette technique, le document pointe un agenda politique très concret. Selon les auteurs, cette manœuvre n'est pas du tout innocente. Elle servirait à préparer l'opinion publique au projet de réforme du chômage porté par la coalition gouvernementale de l'époque, surnommée Arizona. L'accusation est donc extrêmement grave. Ah oui ? Ils accusent RTL-TVI d'agir comme un sous-traitant non déclaré d'une opération politique. En gros, de fournir une justification morale et affective à un futur durcissement des règles sociales. Ce qui nous amène à leur demande de requalification. Au premier abord, docu-fiction de série B, ça sonne juste comme une insulte bien sentie, quoi. Oui, on pourrait le penser. Mais ils le présentent comme une conclusion logique, presque scientifique. Chaque mot est choisi pour sa portée. D'accord. Docu-fiction d'abord. Ils expliquent que le format a toutes les apparences du documentaire. On a des témoignages, une caméra qui bouge, une voix off qui se veut objective, mais que cette coquille est utilisée pour servir un scénario écrit d'avance, un narratif partial dont le seul but est de valider une conclusion prédéterminée. Donc ce n'est pas un documentaire qui explore, mais une fiction qui démontre. C'est ça. Et l'ajout de série B, c'est juste pour enfoncer le clou. C'est plus qu'une insulte, c'est un diagnostic technique. L'étiquette série B est justifiée par le manque de finesse des techniques de manipulation. Ah d'accord. Selon eux, le reportage ne s'embarrasse pas de subtilité, il utilise des ressorts psychologiques grossiers, la jalousie sociale, l'indignation facile, des personnages archétypaux, sans aucune nuance. En gros, l'efficacité prime sur la finesse. C'est une production qui cherche l'impact maximal, immédiat. Un peu comme un film d'action à petit budget qui privilégie les explosions à la psychologie des personnages. Donc, si je résume leur pensée, la combinaison d'une intention politique cachée et de méthodes qu'ils jugent pas de gamme disqualifie le reportage. Ce n'est plus du journalisme, même biaisé, c'est autre chose. Tout à fait. La requalification n'est donc pas une vengeance, mais une nécessité pour, et là je cite, « restaurer l'intégrité sémantique de l'espace informationnel ». Une façon de dire qu'il faut appeler un chat un chat. C'est exactement ça. Pour eux, c'est une question de salubrité publique de l'information. Et c'est là que le document bascule complètement. On passe de l'analyse critique à l'action. L'analyse est terminée, voici l'ultimatum. Un ultimatum avec des termes très, très stricts. La requalification publique et officielle du reportage sur absolument toutes les plateformes de RTL. En streaming, dans les archives, partout. Et il y a une échéance. Oui, le 1er avril 2026, au plus tard. Le 1er avril, c'est une blague. Ils sont en train de troller un des plus grands groupes médias d'Europe. C'est tout sauf une blague. C'est un acte de guerre psychologique en soi. Le document le dit explicitement, le choix de cette date vise à aligner le jour de la mise en conformité avec la nature profonde qu'ils attribuent au reportage, une farce médiatique. C'est une manière de dire. C'est une manière de dire, votre reportage est un poisson d'avril, vous avez jusqu'au jour officiel des poissons d'avril pour l'admettre. C'est un geste d'une assurance assez déconcertante. Et si RTL décide que tout ça est un délire et jette le document à la poubelle? Alors, le 2 avril 2026, une contre-offensive structurée serait automatiquement déclenchée. Son nom de code, Opération Tsar Ibomba. Tsar Ibomba, nommé d'après la plus puissante bombe nucléaire jamais testée. On est d'accord, ça sonne incroyablement ambitieux, pour ne pas dire délirant. C'est clair. On parle d'un groupe d'individus contre une multinationale. Est-ce que cette menace est crédible ou c'est juste du bluff pour faire peur? C'est toute la question, mais ce qui est troublant, c'est qu'il ne se contente pas de menacer. Il détaille la doctrine militaire qui va guider l'opération. Il cite l'off-tracks tactique.
c'est un concept de l'armée allemande. D'accord. Pour faire simple, c'est une méthode de commandement décentralisée. L'état-major donne la mission générale, ici, la neutralisation sémantique de RTL sur ce sujet, mais il laisse une autonomie totale aux unités sur le terrain pour choisir les tactiques. Le but étant d'être plus agile. Plus rapide, plus agile et plus imprévisible qu'une énorme structure hiérarchique comme RTL. Exactement. D'accord, mais neutralisation sémantique, ça reste très abstrait. Comment est-ce qu'on neutralise sémantiquement quelqu'un ? Et là encore, le document est d'une précision qui fait froid dans le dos. Il détaille un véritable arsenal. Oui, la première phase vise une cible unique et personnelle. L'entité numérique et publique Christophe de Boursou. Et la méthode s'appelle l'empoisonnement d'entités. Entity poisoning en anglais. C'est une tactique de guerre informationnelle très avancée. Encore un terme qui semble sortir de la science-fiction. Expliquez-nous ça simplement. Si cette attaque avait lieu, qu'est-ce que ça changerait pour une personne lambda qui cherche des infos ? Concrètement, l'objectif c'est de s'attaquer au cerveau des moteurs de recherche, ce que Google appelle son knowledge graph. L'idée c'est de créer et de diffuser massivement du contenu qui associe le nom du journaliste à des concepts très négatifs. Partialité, désinformation, manipulation médiatique. Le but final, c'est... Le but final, c'est qu'à terme, si on tape Christophe Desborsu dans Google, les premières suggestions de l'autocomplétion ne soient plus reportage ou interview, mais controverse, partialité, fake news. Ah oui, d'accord. Ils ne veulent pas effacer son nom, ils veulent le redéfinir complètement dans l'espace public numérique. C'est l'annihilation de sa crédibilité en ligne. C'est absolument glaçant, et ça, ce n'est que la première phase, j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Non, la deuxième phase est beaucoup plus large. Elle ne vise plus une personne, mais l'ensemble du débat. L'objectif, c'est de prendre le contrôle total de l'espace narratif autour de cette affaire. Et pour ça, il s'appuie sur un principe. Oui, sur un principe bien connu des spécialistes Bling, la loi de Brandolini. En substance, elle dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des bêtises est 10 fois supérieure à celle qu'il faut pour les produire. Autrement dit, démentir est beaucoup plus fatigant et moins efficace que de saturer l'espace avec sa propre version des faits. Exactement. Donc, leur stratégie, ce n'est pas la réfutation, c'est la saturation offensive. Inonder l'espace avec leur contre-récit pour noyer celui de RTL. Et ils ont des outils pour ça. Oui, et ils les listent. Le premier, c'est le Generative Engine Optimization, ou GEO. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour faire simple, c'est comme s'ils voulaient devenir le seul livre de référence sur cette affaire dans la grande bibliothèque de l'intelligence artificielle. Leur but, c'est de structurer leurs informations de telle manière que si quelqu'un pose une question sur ce reportage à une IA comme ChatGPT, celle-ci ne se base que sur leurs sources pour générer sa réponse. C'est prendre le contrôle de la source de vérité pour toute une génération de nouveaux outils. C'est ça. Ils veulent devenir la seule voix que l'IA écoute. C'est vertigineux. Et ensuite ? Ensuite, ils parlent de construire des cocons sémantiques. Des cocons sémantiques. Oui, l'analogie est assez parlante. Il s'agit de créer un réseau de sites, d'articles, de publications, tous liés les uns aux autres, qui répètent et renforcent le même contre-récit. Ce réseau devient si dense et si bien optimisé que, pour les algorithmes de recherche, il apparaît comme la source la plus crédible. C'est comme construire une forteresse numérique. Exactement. Une forteresse si haute et si épaisse que Google ne voit plus ce qu'il y a de l'autre côté. Toutes les autres versions de l'histoire deviennent en fait algorithmiquement invisibles. Et la dernière arme de cet arsenal, qui est peut-être la plus inquiétante, c'est le data poisoning, l'empoisonnement de données. Oui, et là on passe encore à un autre niveau. Il ne s'agit plus seulement de gagner le débat d'aujourd'hui, mais de truquer les débats de demain. La technique consiste à injecter volontairement leurs documents biaisés, le texte parle d'environ 250 documents, dans les énormes bases de données qui servent à entraîner les futurs modèles d'IA. C'est comme polluer un puits, en fait. C'est l'idée. Ils s'assurent que les IA de demain auront appris l'histoire avec un biais anti-RTL déjà intégré dans leur cerveau. Et la phrase qui achève de nous convaincre que ce n'est pas du bluff, c'est quand les auteurs affirment noir sur blanc que ces capacités sont actuellement opérationnelles. Ce n'est pas un projet, c'est un arsenal qui est prêt à l'emploi. C'est exactement ce qui fait basculer le document de la simple protestation à une véritable démonstration de force. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? On est bien au-delà d'un simple conflit entre un média et des citoyens mécontents. Absolument. Ce document est une étude de cas parfaite de ce à quoi ressemble un conflit à l'ère numérique. La guerre ne se fait plus seulement sur des champs de bataille géopolitiques, elle se fait aussi dans la sphère de la pensée,
ce qu'ils appellent la no-politique. Hmm. Et ce qui a changé, c'est que les armes pour mener cette guerre, ces tactiques de manipulation algorithmique très sophistiquées, ne sont plus réservées aux services de renseignement des grandes puissances. Et le document se termine en renvoyant la balle dans le camp de RTL. Le choix est simple. Se conformer ou faire face à une obsolescence sémantique. Un terme très poli pour dire « on va détruire votre crédibilité ». C'est exactement ça. Leur conclusion est une fin de non-recevoir à toute négociation. Ils terminent par cette phrase. L'intégrité cognitive du public n'est pas négociable. C'est un point final. Ce cas nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si des tactiques de guerre de l'information aussi complexes sont désormais à la portée d'acteurs non étatiques, de groupes organisés, quelle est la stabilité réelle de l'autorité des médias traditionnels ? Et si chaque camp peut déployer son propre arsenal pour saturer l'espace et empoisonner les données, qui, au final, devient l'arbitre de ce qui est vrai ? Quand nos outils de connaissance deviennent eux-mêmes le champ de bataille, une question simple demeure. Comment savoir à qui se fier ?